Nous, à Ça commence bien, on fait de la télé. Nos deux prochains invités, eux, font des fusées. Ouais. C'est deux étudiants de la Polytechnique, Philippe Boulanger et Bachar Elzine. Bon matin. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe Oronos. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'équipe Oronos? C'est une équipe qui a été fondée en 2010. Le but principal est de participer à une compétition aux États-Unis. Et c'est de lancer des fusées, en fait. C'est une équipe qui conçoit, fabrique, assemble et lance des fusées dans une compétition qui s'appelle EREC, qui est organisée par l'Experimental Sounding Rocket Association des États-Unis. Cette compétition, en fait, il y a J'essaie de suivre. pas de problème. Plusieurs équipes qui prennent part, des équipes internationales. Et puis, c'est pas mal ça. Ça fait depuis 2010 qu'on existe, en fait. Et là, dans ce concours, c'est plusieurs équipes qui construisent des fusées. Exactement. Dans le but d'envoyer ces fusées-là dans l'espace? Dans le cadre de la compétition, on a certaines limitations sur l'altitude. Oui. Il y a deux catégories, la catégorie de base, qui est de 10 000 pieds, et la catégorie avancée, qui est 25 000 pieds. Dans la compétition, c'est limité pour les altitudes. Fait que les fusées ne sont pas du tout compatibles pour aller dans l'espace. OK, donc Non. vous en avez fait deux. Une Sept. qui peut aller jusqu'à 10 000 Oui. et l'autre 25 000. Ouais, pour donner une idée un peu sur ceux qui sont moins bons en impérial, c'est à peu près 7,6 km d'altitude. Oh boy! OK. Ça a C'est pris combien de impressionnant. temps faire ce projet-là? Pour les deux fusées de cette année, ça prend Ouais. à peu près une année complète pour le design, à peu près une trentaine à quarantaine de personnes. Oh. Il faut dire qu'à Oronos, on a une histoire de 4 ans, parce que tout ce qu'on a fait en une année, on n'aurait pas été capable sans le bagage des années précédentes. Ouais. Ah. Fait que c'est quand même long une année, mais en réalité, c'est pas suffisant pour faire autant de design que ça. Et là, vous êtes allé à cette compétition et ça a bien été? Oui, ça a bien été. On a eu certains des succès mitigés, on a eu d'autres succès parce qu'il y a les deux catégories, la catégorie de base et avancée. Pour être qualifié à la compétition, il faut absolument avoir un retour sur l'altitude obtenue parce que le point le plus important, c'est d'aller à une altitude précise. Wow. Et, ouais. OK, wow. OK. Là, Ça décolle. ça vous donne une idée. Ça, c'est notre fusée supersonique. Celle subsonique, on n'a pas totalement recouvré la fusée parce que nous, notre but, c'est de tout récupérer. Il y a eu un problème dans les systèmes de déploiement des parachutes. On a beaucoup optimisé nos systèmes en une journée de délai. On a relancé notre fusée supersonique le lendemain et a été un succès total. On a tout récupéré. La différence entre sub et supersonique. C'est Ça dépend du régime de vol, en fait. Rendu à peu près Mach .85, on est dans le régime transonique. C'est qu'en fait, en vérité, trois régimes. En fait, il y en a plus que ça, là, mais c'est que subsonique, on est en bas de la vitesse du son, grosso modo. Supersonique, on est plus vite que la vitesse du son. Juste à préciser, le but de la compétition, c'est de ramener une charge utile de 10 livres. C'est que la fusée elle-même pèse pas mal plus que ça. La fusée, la plus petite, pesait à peu près dans les soixantaines, 70 livres. La plus grosse pesait à peu près 90 livres. Wow. Et le but, c'est de ramener une charge utile qui est une expérience scientifique à une altitude de 10 000 pieds le plus précisément possible pour la catégorie de base. Pour la catégorie avancée, c'est de monter à 25 000 pieds, encore une fois, avec la plus grosse précision. Et quel genre d'avancée scientifique qu'on peut aller chercher justement avec ces fusées-là? C'est principalement au niveau des charges utiles. Typiquement, certaines choses pour lesquelles ce type de fusées-là sont utilisées, c'est beaucoup en physique. Physique fondamentale, ça peut être en biologie, parce qu'à certains moments, à l'apogée, on a 0G, ou en tout cas de la microgravité, puis ils peuvent faire des expériences exactement à ce moment-là. C'est un peu l'équivalent d'aller les envoyer à la Station spatiale internationale, mais à beaucoup moindre coût. OK. Donc, ils peuvent faire des toutes petites expériences sur un court laps de temps à ces endroits-là. C'est une des utilisations typiques de tel type de fusée. Et vous, à long terme, ça vous mène où construire ces fusées-là? Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez grand? Ouais, les petits gars, là. Travailler dans les fusées. Oui. Le domaine spatial, tout le monde qui travaille là-dedans en général veut travailler dans le domaine spatial encore plus, en rocket science, pour faire des gros lanceurs ou ce genre de choses-là. C'est vraiment notre passion en tant que telle pour après. C'est beaucoup de gros acquis qu'on a pour continuer dans ce domaine-là. Mais j'imagine que dans la confection de ces fusées-là, c'est beaucoup d'essais-erreurs. J'imagine qu'il y a eu des ratés. Bien sûr, il y a eu des succès. Moi, à chaque fois que j'essaie de construire une fusée, là, ça fonctionne pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme raté? Ouais, des anecdotes peut-être? Il y en a... Oh! Il y en a beaucoup. Le gros, vraiment, c'était trouver la bonne combinaison en fait, choisir le bon moteur, avoir la bonne masse, avoir le bon profil aérodynamique pour avoir une fusée qui se rend à la bonne altitude, rester précis, puis retourner dans un seul morceau. Passer le mur du son, c'est quand même un choc. Il y a quand même des charges qui s'appliquent. C'est surtout l'accélération qui fait en sorte qu'on doit dimensionner une structure d'une façon assez intelligente. Oui. Il y a des anecdotes, oui. Souvent, c'est exactement des pièces qui ne fitaient pas avec d'autres. L'année dernière, il faut préciser, la méthode d'assemblage est fondamentale. La méthode de fabrication aussi, il faut que ça soit répétable. Et l'année dernière, pour la fusée supersonique qu'on avait, on n'a pas eu le vol qu'on espérait dans la catégorie avancée. Donc, la fusée, elle a explosé en vol. Après 4 ou 5 secondes, ça a été une rupture, ça a été un peu catastrophique, mais c'est justement basé là-dessus. Il faut qu'on apprenne nos erreurs, il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça a été bien fait, qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. En bout de ligne, C'est impressionnant à voir. hein? Oui, oui, quelque vraiment. chose. Par C'est exemple, ça, quelque c'est chose. celle qui a été un grand succès. C'est notre deuxième fusée supersonique. La première qu'on avait essayée était l'année dernière, justement. Elle s'est désintégrée en vol. C'est pas le moteur qui a explosé, mais c'est le fuselage qui a lâché parce que le boom supersonique était beaucoup plus intense que ce qu'on avait prévu. La fusée a lâché, mais le moteur a continué. Il a continué sa trajectoire. Lui, il était content. On n'avait plus d'électronique. Mayday. Tout était parti, mais on n'avait plus de données électroniques. Tout a été frappé au sol. C'est pour donner un exemple. Mais notre deuxième tentative, on a appris de nos erreurs. C'était un des points marquants. Le fuselage n'était pas assez solide pour résister à ce choc supersonique-là. L'aéroélasticité, on a redésigné, on a réamélioré nos simulateurs, ce genre de choses-là. Ça nous a permis d'avoir un grand succès et de battre les records à la compétition, justement. Ben, bravo et félicitations parce que je vous confirme que vous êtes les deux invités les plus intelligents qu'on a jamais reçus dans l'histoire de Ça commence bien. Merci. Vraiment. Moi, je me suis pris des notes. là. J'ai plusieurs mots à aller vérifier dans le dictionnaire après l'émission. On peut vous en donner plein. Ouais, mais merci beaucoup et bon succès dans vos Bonne chance pour la suite. futures fusées. Ouais. Merci. Nous, il est 8h25, on est là jusqu'à 9h. Demain, on reçoit Dominique Hudson et lundi, François Bellefeld.